la session. Cette session va être enregistrée tout simplement parce que l'horaire n'est pas nécessairement favorable pour tout le monde, et donc ça offrira la possibilité en fait d'avoir un replay. Je tenais déjà à démarrer mon intervention en remerciant d'une part la Maison de l'Apprendre de Lyon et deuxièmement le Centre d'études américain, le CEFAM, le Centre d'études franco-américain de Lyon. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quelques années où on connaît une véritable épidémie, pour ne pas dire une pandémie, qui fait que je me suis intéressé à certains sujets un peu comme ceux que vous voyez à l'écran actuellement. En fait, la pandémie dont je parle, c'est les titres un peu racoleurs qu'on peut trouver sur Internet en disant comment gagner de l'argent sans rien faire, comment devenir riche en partant de rien, et ainsi de suite. Donc, au travers de mon exposé, globalement, je vais essayer de vous montrer un peu, de vous partager quelques tips, quelques idées. Et en premier lieu, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jérémy Muselet, j'ai 48 ans, je suis de Lille. Alors, pour ceux qui ne situeraient pas Lille sur la carte, on est à peu près un quart d'heure, 20 minutes de la Belgique et environ 3/4 d'heure des côtes anglaises. Mon activité professionnelle, en fait, alors je vais pas vous faire mon CV parce que ce serait trop long. En 2 mots, j'ai un parcours essentiellement en grande distribution à l'international. J'ai fait une école de commerce et il y a quelques dates qui sont importantes et vous comprendrez après pourquoi ces dates sont importantes. 1984. En 1984, en fait, j'achète mon premier ordinateur, donc j'ai 10-11 ans. En 93, je me connecte pour la première fois à Internet, et en 2003, en fait, je vends pour la première fois sur Internet. Aujourd'hui, mon métier, en fait, ça s'appelle slasher. En fait, un slasher, c'est quelqu'un qui a différentes activités qui sont complètement décloisonnées. Et typiquement, en fait, je suis intervenant en école de commerce, principalement dans des domaines qui portent sur achat, supply chain et aussi marketing digital. Donc, mon secteur de travail, grosso modo, c'est Lille, Paris, Lyon. Deuxième activité professionnelle, en fait, je suis vendeur professionnel sur Amazon. Et ça, je le suis depuis à peu près 4 ans et demi, 5 ans. Troisième activité, en fait, je suis doctorant. Donc, doctorant, en fait, je prépare une thèse dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le Lumen à Lille. Le laboratoire de Lumen, en fait, travaille notamment sur ce qu'on appelle le marketing transformatif et la distribution. Pour faire très simple, mon sujet de thèse porte sur ce qu'on appelle le commerce vocal. Le commerce vocal et plus spécifiquement sur les assistants vocaux type Google Home, Alexa, avec des idées du style est-ce que si un assistant vocal est sympa, on fait plus de commerce ou en tout cas, comment on peut qualifier le fait d'être empathique ou sympathique pour un assistant vocal. Alors, pas de panique, je sais que la recherche peut faire peur, mais pour déminer le sujet, en clair, je sauve pas les vies, pas du tout. J'essaie simplement, à mon modeste niveau, de faire avancer les choses, et pour ça, je suis aidé par mes pairs. Et troisièmement, je vais utiliser un certain nombre d'acronymes ou de mots en ING, ENT. Rassurez-vous, je vais vous les expliquer en français pour que tout le monde comprenne. Le but étant de diffuser au plus grand nombre. Alors, sur ce côté introductif, j'ai découpé ma présentation en 3 parties. La première, en fait, avant ça, pardon, excusez-moi, il y a peut-être quelqu'un qui aurait une potentielle question en se disant mais pourquoi avoir différentes activités professionnelles?
et je sais que c'est dans l'air du temps en fait de faire ce qu'on appelle du Amazon bashing ou de critiquer l'ubérisation. Il faut simplement savoir que moi en fait c'est un choix délibéré, c'est-à-dire que Mm. j'ai choisi un visuel qui potentiellement va peut-être vous perturber. Clairement, en fait, j'ai décidé d'avoir différentes activités professionnelles parce que liées à ma personnalité, je ne conçois pas de ne faire qu'une chose. C'est intellectuellement impossible. Et alors, ce visuel, en fait, va me permettre justement de vous raconter une première histoire. J'attire votre attention sur le fait que tout ce que je vais vous raconter là, Mm. durant l'heure pendant laquelle durant l'heure qu'on va passer ensemble, tout est basé sur des faits réels. Donc, je m'emmerdais, en fait, clairement, je n'ai pas la propriété intellectuelle de ce visuel. Je vais vous parler d'une fille qui s'appelle Manon Allender. Manon Allender, en fait, elle est lilloise d'origine. Elle a fondé une société qui s'appelle Peace and Love. Alors pour ceux qui pratiquent pas l'anglais, peace c'est la notion de morceau et il y a un jeu de mots sur le côté peace and love. Concrètement, l'histoire, elle est super intéressante. Pourquoi? Parce que Manon Allender est donc originaire de Lille, travaille sur Paris, arrive le premier confinement, le confinement le plus strict. Elle est obligée de rentrer chez ses parents. Et le premier soir où elle arrive, elle voit sa maman en train de jouer en train de faire un puzzle. Et elle se dit, le puzzle, c'est génial, mais c'est toujours kitsch et moche. Et en fait, elle se dit, mais comment c'est possible de réussir à faire des puzzles sympas, d'en faire un métier. Et la phrase que vous voyez en bas du slide, c'est pas la mienne. Elle s'est dit comment vendre un truc moche et ringard. Aujourd'hui, Peace and Love, c'est plusieurs dizaines de milliers de puzzles vendus à travers la France dans des concept stores ou sur Internet. Et elle est partie en fait elle est partie du constat simple de se dire certes, il y a des gros monstres sur le marché du puzzle en France, type Ravensburger, mais potentiellement, on peut avoir une tranche de clientèle qui peut être intéressée par un produit original et qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça m'emmène en fait à la première partie de mon intervention. Donc je vous rappelle, c'est comment je peux entreprendre avec le digital et sans nécessairement avoir de gros moyens. C'est-à-dire que vous soyez étudiant ou professeur, pourquoi j'ai fait cette conférence? En partant du principe que régulièrement, j'ai des étudiants qui me posent la question en disant, monsieur, comment on fait? Et deuxièmement, je me dis, ben, quand vous êtes professeur ou coach ou intervenant, après vous l'appelez comme vous voulez, ça dépend un peu des métiers que vous faites, euh, potentiellement, il y a des moments où vous avez des temps morts ou des temps qui ne sont pas nécessairement optimisés. Eh bien, le digital, ça peut potentiellement vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, je vais commencer par des choses relativement simples que tout le monde connaît, ou en tout cas beaucoup d'entre vous en auront entendu parler. Et puis, à mesure qu'on va avancer, j'espère vous trouver, vous permettre de vous inspirer un petit peu. Premièrement, en fait, il y a un postulat de départ qui est il faut la motivation, l'envie. Ça, c'est clair. Et ensuite, il y a le talent. Mais alors, le talent, c'est un mot qui peut potentiellement faire peur. On pourrait y mettre le terme compétence. Qu'est-ce que je sais faire? Et vous êtes étudiant, vous m'écoutez, vous allez dire, bah oui, mais moi, je suis étudiant. Détrompez-vous. En fait, vous aussi, vous avez nécessairement un talent. Je fais j'en profite d'ailleurs pour faire une petite aparté. Tout ce que je vais vous présenter ce matin, c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Je ne vais pas traiter des sujets du style crypto-monnaie ou NFT. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais qui sont
pas tellement démocratisé aujourd'hui et en plus de ça, porteur de risques. Comme tout investissement, en fait, c'est assez risqué. Donc, concrètement, si vous attendiez de moi un développement sur les crypto-monnaies et les NFT, ce sera pas ce matin, clairement. Et déjà, pour vous conforter dans vos convictions, je peux vous garantir que tous et toutes, vous pouvez y arriver, c'est largement faisable. Yes, you can. Alors, première, premier élément de réflexion, je vais vous parler de la vente d'objets sur Internet, donc des objets physiques que vous pouvez tenir dans les mains. Et pour ça, en fait, il y a un certain nombre de questions à se poser. Typiquement, est-ce que je vends du neuf ou de l'occasion? Vous allez comprendre dans quelques minutes, mais déjà de base, est-ce que vous êtes prêt à vendre des articles neufs ou est-ce qu'à contrario, c'est le marché de la seconde main qui vous intéresse? Si vous êtes sur le marché de l'occasion, alors je vous ai mis un certain nombre de sites et je vais vous les commenter un petit peu, mais si vous êtes sur le marché de l'occasion, globalement, il y a énormément de possibilités. Vinted, je suis quasi certain que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est la possibilité de vendre des articles de seconde main. Peut-être moins connu Rakuten. Rakuten, c'est la possibilité à un moment donné de revendre des articles high-tech. Vous avez eBay. Alors, eBay, c'est une plateforme en ligne, généraliste, mais au travers de toutes les expériences que j'ai pu mener, eBay est vraiment intéressant sur le côté collection. Alors, forcément, les gens pensent nécessairement collection égale œuvre d'art. C'est là où déjà il faut pas se tromper. Vous avez des collectionneurs pour tout. Concrètement, vous avez des collectionneurs qui vont collectionner des petites cuillères. Vous avez des gens qui vont collectionner de vieux catalogues. Tout est possible dans le domaine de la collection. Je peux vous donner une anecdote qui basée sur une histoire vraie. Une maison en cours de réhabilitation, je passe, je vois un vieux lustre, vraiment très vieux, pas très beau, j'avoue. Et je me dis, ben tiens, je vais le mettre en vente sur eBay. Je trouve ça plutôt amusant. Nécessairement sur eBay, vous avez la possibilité, par exemple, de cocher la petite case je vends à l'international. Cet objet me coûte rien et en fait, je le vends aux enchères aux États-Unis pour 300 $, on va dire 300 € pour schématiser. Alors, bien sûr, c'est pas mon métier, je l'ai fait pour le jeu, mais sur eBay, vous avez vraiment des possibilités. Si vous vous intéressez à l'art, par exemple, vous avez pas mal de ventes d'objets de particuliers où vous pouvez aussi acheter sur Internet et vous retrouver sur des salles de vente classiques type Drouot à Paris. Alors, ça fait forcément appel à des connaissances en art qui sont peut-être un peu pointues, mais en tout cas, c'est du domaine du possible. Beaucoup plus simple, la vente en ligne de livres d'occasion. Alors forcément, livres d'occasion, tout le monde pense Amazon, mais si vous voyez mon slide, vous avez une société allemande qui s'appelle Momox. Et Momox, typiquement, c'est une société qui fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont le business model est assez intéressant d'ailleurs parce que en fait, ils font de la réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils collectent des livres chez les particuliers, dans des bibliothèques et ainsi de suite. Et les gens qui travaillent dans les entrepôts de Momox, en fait, sont des gens qu'on essaie de remettre sur le marché du travail. Donc, on a souvent une vision un peu, acerbe sur la vente en ligne de livres, mais malgré tout, il y a des business models qui sont intéressants. Et Momox, typiquement, est un vendeur professionnel sur la plateforme Amazon. Donc, ils ont leur site Internet, leur plateforme, mais ils vendent aussi sur la marketplace Amazon. Et puis après, vous avez Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un des sites les plus visités. Alors, moi, à mon niveau, comme je vous disais, alors non, j'en ai peut-être pas parlé, mais les premières ventes que j'ai faites sur Internet, c'était sur eBay. Moi, j'aimais beaucoup le côté enchère, en fait, parce que parfois, on pouvait avoir des surprises étonnantes.
Et puis rapidement, Le Bon Coin a commencé à prendre des parts de marché, ce qui a fait que il y a eu un nivellement vers le bas des prix. Et donc, à compter de ce moment-là, je me suis remis en question, si vous voulez, et c'est comme ça que j'ai atterri chez Amazon par la suite. Donc ça, c'est l'illustration en fait qu'on peut vendre de l'occasion sur le net. Deuxième idée, potentiellement, vous avez peut-être un talent dans l'artisanat, dans la fabrication. Euh, alors, ça peut être, j'ai choisi les visuels que j'ai pu trouver, bien sûr, mais ça peut être du tricot, de la peinture sur soie, du travail de métal, ça peut être beaucoup de choses fabriquées à la main. Et ce type de métier-là, on va l'opposer forcément à l'achat-revente. Alors, justement, ça amène à la question des marketplaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, ce qui est important de comprendre, la place de marché en ligne, ce qu'on appelle la PDME, la place de marché en ligne, globalement, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est un site Internet qui va regrouper une communauté d'acheteurs, une communauté de vendeurs. Et la valeur ajoutée de cette place de marché, c'est justement, si on est vendeur, d'avoir beaucoup de clients potentiels. Si on est client, c'est de trouver la plus grande offre possible. En France, souvent, les gens pensent que les marketplaces, c'est Amazon. Alors, c'est pas faux, hein, c'est une transaction, de mémoire, c'est une transaction sur 3 passe dans les mains d'Amazon sur le commerce en ligne. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que sur ces discounts, vous avez en moyenne un article sur 5 qui est vendu en ligne passe dans les mains de ces discounts. Donc, il n'y a pas il n'y a pas que Amazon. Et si vous regardez le slide qui vient, alors je ne vais pas vous les lister, c'est pas le but, mais je pense par exemple, vous avez une marketplace qui s'appelle 1001pharmacie.com. Cette marketplace, typiquement, elle ne vend que des médicaments ou de la parapharmacie, et en l'occurrence, vous pouvez acheter avec une ordonnance. Donc, vous voyez, le monde de la marketplace, ça se réduit pas uniquement à l'univers Amazon. Alors, une fois que j'ai dit ça, forcément, ça paraît un peu complexe. Mais la vraie question à se poser, c'est quel est mon produit? Sous-entendu, là, je viens déjà de vous donner quelques éléments de réflexion. C'est est-ce que je vends du neuf de l'occasion? Est-ce que j'ai un don potentiel sur le fait de faire de l'artisanat ou de faire de l'achat-revente? En fonction de la réponse que vous allez produire, vous choisirez pas nécessairement la même plateforme. Dans le haut du slide, vous avez par exemple Etsy, Amazon Handmade, ou encore il existe Craftsy. Ces plateformes-là elles sont dédiées en fait à l'univers du DIY, do it yourself, qui veut dire fabriquer soi-même ou fabriquer par un artisan. Donc, vous voyez, il y a nécessairement des domaines bien précis. eBay, dans mon esprit, c'est plutôt le côté collectionning, soit en achat, en revente, bien sûr. Et puis, évidemment, vous avez les mastodontes du marché, Amazon, Cdiscount. Ce sont des places de marché dites généralistes. Mais ce que vous devez savoir aussi, typiquement, imaginons que vous cherchiez un article de bricolage ou un tournevis, par exemple. Statistiquement, vous aurez plus de chances de trouver un large choix de tournevis sur manomano.fr, qui est une place de marché spécialisée en fait dans le bricolage, plutôt que sur Amazon. Donc déjà là, il faut, encore une fois, j'insiste, c'est important de se dépolluer l'esprit. L'autre idée, alors bien sûr, j'ai travaillé pas mal sur l'univers de la marketplace. Ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, si vous décidez de vendre un objet, vous allez avoir des frais de mise en ligne, pas tout le temps, mais parfois. Et il y a une commission en fait qui est prise par la marketplace, puisqu'en fait, elle fait l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Deuxième possibilité pour vendre des objets sur Internet, c'est de créer son site Internet. Alors, je sais, j'en ai parlé pas mal avec certains de mes collègues qui se disent « ce serait génial si j'avais un site Internet ». Concrètement, est-ce que c'est compliqué? La réponse est non.
Et pour ça, en fait, je voulais vous illustrer 5 fausses idées qu'on se fait sur la création d'un site Internet. La première, les différentes idées préconçues qu'on peut avoir sur la création d'un site, c'est est-ce qu'il faut savoir coder? Réponse, non. Concrètement, pas besoin de savoir coder pour faire un site Internet. Est-ce que c'est long? Non. Est-ce que c'est complexe? Non. Est-ce que c'est cher? Non. Est-ce qu'on peut intégrer facilement des moyens de paiement sur un site? Réponse, oui. Je vous ai mis en bas, et je ne suis pas sponsorisé, hein, donc pas de panique, je vous ai mis en bas les principales plateformes pour monter un site Internet. Globalement, pour monter un site, si vous savez créer un PowerPoint, vous savez monter un site Internet. La question après, c'est est-ce que ce sera le meilleur site Internet du monde? Réponse, non. Par contre, vous aurez une machine qui sera déjà efficace. Donc, c'est pas nécessairement, il n'y a pas lieu nécessairement de se casser la tête sur est-ce que je dois apprendre à programmer, est-ce que je dois aller voir un spécialiste en informatique? Pas du tout. Si vous savez utiliser un logiciel type PowerPoint, Canva, vous savez nécessairement monter un site Internet. Tout ça, en fait, je tiens quand même à vous le dire, et puis je pense qu'il y en a quand même parmi vous qui sont assez lucides là-dessus. Il y a quand même un risque. Le risque, en fait, quand on décide de vendre, c'est de se retrouver avec un surstock. Le surstock, en fait, il vient généralement du fait que vous avez prévu de vendre, j'en sais rien, moi, 1000 pièces, donc vous en achetez 1000, et puis au final, vous avez fait une vente. Ça, concrètement, c'est sans doute le risque le plus important sur Internet. J'y reviendrai un petit peu après, mais dites-vous que pour éviter ce genre de phénomène, en fait, certains sites, ou en tout cas certains internautes, ont développé un système qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, alors je ne peux pas vous le traduire en français, par contre je peux vous expliquer aisément comment ça fonctionne. Je vous ai fait un petit schéma. Alors le schéma, il est peut-être un peu imbitable comme ça, mais assez simple à comprendre. Vous montez un site internet, ce qu'on appelle un site vitrine, sur lequel vous allez exposer vos produits. L'internaute commande chez vous, la commande passe directement au fabricant, au fournisseur, et c'est le fournisseur qui va livrer le client final. Donc vous, en fait, entre les deux, vous allez prendre une marge, et voilà comment le système fonctionne. Alors, bien sûr, sur le papier, effectivement, ça paraît plutôt séduisant. Là, ici, je vous ai mis, au cas où certains voudraient s'intéresser au sujet, les principales outils ou les principales plateformes dont on a besoin pour faire du dropshipping. AliExpress, c'est la filiale d'Alibaba. C'est une des bases de données fournisseurs possibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de dropshipping sans AliExpress, hein, c'est juste de vous illustrer le principe. Oberlo, c'est le petit logiciel qui va vous permettre d'intégrer les produits dans votre catalogue. Et Shopify, ce sera votre vitrine commerciale. Donc, forcément, surtout dans les étudiants, il y a généralement des gens qui se disent le dropshipping, c'est super. Parce que je ne dois pas financer de stock, et finalement, j'ai juste à développer mon marketing, mes actions commerciales pour y arriver. Le truc, c'est vrai, mais il y a quand même un certain nombre de contraintes. Les contraintes, en fait, pour le client déjà, et il ne faut quand même pas oublier que quand on vend en ligne, à la fin, on a un consommateur final. Le client, lui, parce que votre fournisseur est relativement éloigné, il va recevoir son colis au bout de potentiellement 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et moi, en tant qu'utilisateur, je vous avoue que patienter 3-4 semaines pour un colis, j'ai un peu de mal. Après, chacun est libre de mettre le curseur où il a envie, mais la contrainte pour le client final, clairement, c'est de devoir attendre. Et pour le vendeur, clairement, le souci majeur qui va se poser, c'est d'investir du temps pour gagner en notoriété. Autrement dit, comment je fais connaître ce site internet qui vient de naître. Donc, le dropshipping, évidemment, on peut démarrer avec très peu de moyens. Par contre,
le client final n'est pas nécessairement toujours content des délais proposés et ça demande beaucoup, beaucoup de temps pour réussir à commercialiser les objets parce que vous devez gagner en notoriété. Alors, concrètement, si parmi vous, il y en a qui veulent se lancer sur la vente en ligne, en termes de budget, ce n'est pas forcément ce qui coûte le plus cher. Pour vous donner un petit point de repère, sincèrement, avec 15 € par mois, vous pouvez largement monter un site internet sans trop de soucis, un site basique. La chose qui est chronophage, ça va être de développer en fait votre notoriété. En soi, le site, le monter, c'est très simple. Le faire connaître, le faire ranker. Ranker, c'est le classement, si vous préférez, le faire connaître auprès de Google, si ça vous parle mieux comme ça. Ça demande du temps. Troisième point, c'est que manager la logistique, ça peut être compliqué. Quand j'ai démarré la vente en ligne, mon stock était chez moi, dans des étagères, et j'étais persuadé que mes étagères étaient très bien rangées. Et ben en fait, à chaque fois que je devais expédier un article, je passais un temps fou à retrouver mes objets. Et donc, j'ai choisi de muter sur d'autres process pour essayer de gagner en efficacité. Et puis ensuite, ce qui est important, et j'y reviendrai un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale en lien avec votre notoriété. Concrètement, comment je fais pour faire connaître mon site. Donc, si on devait résumer le côté, si on devait résumer en fait le côté canaux de vente, potentiellement, si je veux vendre un objet sur Internet, c'est j'ai mon site Internet, je vends sur une marketplace et éventuellement, je décide de faire du dropshipping. J'ai bien dit éventuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dropshipping étant une solution de livraison qui est longue, la plupart des marketplaces, la plupart des places de marché en ligne type Amazon, Cdiscount, etc., n'acceptent pas les dropshippers, tout simplement parce que leur politique à eux, c'est de livrer le client le plus vite possible. À l'inverse, si vous avez votre site internet et que vous vendez en ligne, vous pouvez aussi distribuer vos produits sur Amazon. Globalement, Amazon va vous prendre une commission de l'ordre de, ça dépend des catégories de produits, mais vous pouvez avoir des commissions qui vont de l'ordre de 10 à 30%. Il y a un barème spécifique sur le site où vous connaissez d'avance les charges qui vont être prises. Il y a plein d'autres solutions proposées par Amazon et les autres marketplaces, du type le stockage, du type l'expédition. Je ne rentre pas volontairement dedans parce que sinon ce serait un peu fastidieux. L'idée, c'est d'illustrer en fait les possibilités offertes. Alors, maintenant, ce qui va peut-être intéresser une autre partie de l'audience, sachant que même étudiants, je vous garantis, ne quittez pas, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, c'est la vente de produits dits immatériels. La vente de produits immatériels, concrètement, vous ne vendez pas un objet, vous vendez une propriété intellectuelle. Et ça, en fait, je vous ai fait quelques petits slides sur quels peuvent être les produits digitaux qu'on peut vendre sans trop de soucis. Alors, vous avez le PDF, tout le monde connaît le PDF, le PDF peut devenir un livre. Je vais vous montrer quelques exemples dans quelques minutes. Vous pouvez vendre de la formation, vous pouvez vendre vos créations. Vous êtes étudiant en graphisme, vous pouvez potentiellement vendre vos créations. Vous faites de la photo, pareil, vous pouvez vendre sur une marketplace vos photos. La voix est quelque chose qui se monétise. Et musique, pareil. Donc, vous voyez, il y a un champ d'action qui est quand même super intéressant et qui, pour le coup, ne nécessite pas beaucoup de gros moyens. Ce qui est important de comprendre dans l'immatériel, c'est qu'on a deux systèmes de vente. Il y en a un qu'on appelle la vente de produits standards, l'autre, le produit personnalisé. La différence entre les deux, c'est simple. Le produit standard va se vendre de lui-même, et je vais vous montrer quelques exemples. Le produit personnalisé, il part d'une demande de client et vous allez adapter votre produit par rapport à la demande du client, par rapport à son cahier des charges. C'est juste pas la même mécanique. Même si on est dans l'immatériel, les logiques sont pas du tout les mêmes. Alors, d'abord, les produits digitaux standards.
ici, je vous ai préparé quelques exemples, quelques exemples de plateformes. Évidemment, comme je travaille sur Amazon, j'ai quelques références amazoniennes, dirons-nous, mais encore une fois, il n'y a pas de sponsoring. C'est juste d'illustrer en fait les possibilités. Euh, Ici, ce sont que quelques illustrations. Derrière, vous pourrez nécessairement trouver davantage d'infos sur Internet. Amazon Kindle Direct Publishing, qu'est-ce que c'est? En gros, vous publiez un PDF. Ce PDF, il va se transformer soit en livre, soit en fichier numérique qui sera lisible sur les tablettes Kindle. Donc, forcément, pour ça, vous êtes payé. C'est-à-dire que vous pouvez publier autant de PDF que vous voulez. Derrière, vous encaissez des royalties à chaque fois que quelqu'un achète le produit. Udemy, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Udemy, c'est une plateforme de formation. Plateforme de formation où vous allez déposer des contenus. Le contenu, en général, celui qui fonctionne le mieux sur Udemy, c'est le contenu vidéo, à savoir comment, j'en sais rien, comment régler tel type de problème d'équation mathématique. Pour ça, il y a un formateur qui vient vous vendre sa formation. Et là encore, même principe, on est dans du produit standard. Régulièrement, en fait, vous allez toucher des royalties. Derrière, vous avez d'autres plateformes comme Photolia, Shutterstock, où c'est la possibilité pour vous de monétiser en fait des photos. Vous voyagez, vous avez fait de belles photos, vous pouvez mettre en vente vos photos dès lors où évidemment vous respectez le code de conduite du site. Art majeur, ça s'adresse plutôt aux personnes qui font de la création artistique. Et ensuite, vous avez Merch by Amazon. Merch by Amazon, c'est la possibilité, par exemple, vous êtes graphiste ou même sans être graphiste, en fait, vous utilisez un logiciel comme Canva, vous créez un visuel et derrière, en fait, à chaque fois que le client va commander un t-shirt, le t-shirt va être imprimé avec le visuel que vous avez produit. Et bien évidemment, vous allez toucher des royalties. Je reviens sur le livre parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est très facile d'accès. Vous avez deux illustrations là à l'écran. Le premier, donc, livre de recettes. Et si vous prêtez attention à ce qui est noté, c'est 90 recettes avec photos à coller, sous-entendu, les gens vont prendre des notes. Ce support-là, en fait, clairement, c'est un PDF qui a été posté par un internaute. Le client voit le livre de recettes, il se dit tiens, c'est super sympa, je vais pouvoir noter moi-même mes propres recettes. Il passe commande et une fois que la commande est passée, en fait, l'auteur va encaisser des royalties sur ce livre. Ça, c'est ce qu'on appelle du low content, contenu pauvre, si vous préférez. C'est-à-dire qu'en fait, la création, elle porte principalement sur la couverture. L'intérieur, en fait, c'est un carnet de notes, donc pas besoin de développer beaucoup de fonds. À l'opposé, vous avez ce qu'on appelle le high content. Le high content, là, typiquement, vous avez envie de raconter une histoire, n'importe laquelle. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, vous développez votre PDF, vous le postez sur la plateforme Amazon, et quand un client va acheter, vous allez encaisser des royalties. Alors, quel est le pourcentage de royalties? Concrètement, je ne m'en souviens plus. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à une maison d'édition traditionnelle, le pourcentage de royalties est bien plus élevé pour quelqu'un qui n'est pas connu. Évidemment, vous appelez Marc Lévy, là pour le coup, c'est complètement différent, mais si vous êtes inconnu, vous pouvez tenter votre chance et concrètement, c'est à la portée de tous. Tout cet univers, en fait, on l'appelle le POD, Print on Demand, autrement dit, impression à la demande. L'autre illustration de l'impression à la demande, justement, j'y viens juste après. Je vous ai mis le petit schéma de l'impression à la demande. Donc, rapidement, le client achète sur le site. Donc là, ici, en l'occurrence, Amazon. L'auteur a publié son PDF sur la plateforme. Le site va rémunérer l'auteur et Amazon se chargeant d'imprimer le livre, de le relier et de livrer le client. C'est vraiment important de comprendre qu'on est sur un produit standard. Ce produit, il a une durée de vie illimitée. Autrement dit, demain, vous venez à disparaître, eh bien, vos ayants droit encaisseront les royalties.
l'autre illustration, hein, le Merch by Amazon, ça fonctionne exactement pareil. Vous avez des coloris de t-shirts disponibles. Votre seul job, entre guillemets, c'est de déposer des visuels sur la plateforme. Ces visuels de tête, je crois que c'est des fichiers JPEG ou PNG, enfin peu importe, il y a le formalisme à respecter. Et derrière, vous allez encaisser des royalties. Là, ici, la partie gauche du screen, c'est la partie gauche de l'écran, c'est simplement une illustration de ce que j'ai fait au mois de décembre sur une typologie de produit où je fais 50% de mes ventes en France, un quart aux États-Unis et puis une quinzaine de pourcents en Angleterre. Bien évidemment, il y a d'autres pays sur lesquels Amazon est présent. Je sais que je vends parfois en Inde, au Canada, en Australie. Donc voilà, je vous rassure, je suis pas Bill Gates, mais à mon modeste niveau, quand j'ai 5 minutes, j'essaie de développer les produits et puis je regarde un peu comment ça se passe. Je vous avoue que j'aborde plutôt ce domaine-là du print on demand comme un jeu. Ensuite, on peut vendre des formations, des cours, des séances de coaching. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, qu'on soit prof ou étudiant. Alors, sur les étudiants, j'y viens dans quelques minutes. Donc, les principales plateformes en France, Learnybox, Udemy, Podia, elles fonctionnent toutes à peu près sur le même process. Vous allez développer une thématique du style. Alors, les thématiques sont très vastes. Hein, par exemple, comment faire, j'en sais rien, comment se sentir bien en 10 leçons, quels sont les piliers fondamentaux de la supply chain, comment faire des pâtes carbonara. Enfin, il y a vraiment une foultitude de sujets. Ce qui est important aussi de comprendre dans cet univers-là, c'est que vous montez votre formation, vous la publiez, et derrière, sur le même principe que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des gens qui vont acheter la formation. Il y a un certain nombre de prérequis. Et j'attire vraiment votre attention, c'est important de comprendre ça parce que c'est l'erreur qu'on peut faire au début. C'est que si vous regardez les icônes, vous avez le micro. Le plus important en fait dans votre intervention, c'est d'avoir un micro de bonne qualité. Si vous regardez, je vous prends un exemple, vous regardez une vidéo YouTube, si le son est de mauvaise qualité, vous aurez tendance à quitter. Et quand on va vous évaluer en tant que formateur, si votre son est pas bon, vous allez forcément prendre des mauvaises évaluations. Deuxième idée, il faut aussi avoir une vidéo de qualité. Aujourd'hui, vous pouvez le faire franchement avec un smartphone. Vous pouvez avoir une vidéo de très bonne qualité. Ce n'est pas nécessaire d'investir dans un matériel trop coûteux. Et troisième point, à la fin, dans votre vidéo, il faut quand même essayer de faire un petit montage. Il y a énormément de logiciels gratuits sur Internet. Moi, à titre personnel, j'utilise Canva, mais parce que mon métier fait que je trouve que Canva est vraiment ergonomique. Après, c'est moi par rapport à moi-même, d'accord, mais on peut aussi faire du montage avec PowerPoint ou autre. Il y a vraiment plein de possibilités là-dessus. Vous êtes étudiant, vous allez forcément me dire, bah ouais, mais monsieur, moi je suis pas prof, je suis pas formateur et ainsi de suite. Détrompez-vous. En fait, vous avez vous aussi une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors tout à l'heure je vous parlais par exemple de crypto, je vous parlais de NFT, je vous parlais peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont des gamers, vous connaissez probablement Discord, vous connaissez Twitch et ainsi de suite. Ben, ça, c'est des univers en fait qui sont très peu connus aujourd'hui et où la demande de comment fonctionne Discord, comment faire pour bien utiliser Twitch, ça, c'est un vrai besoin sur le marché. Alors, c'est des exemples, bien sûr, mais dites-vous, je vous donne une autre illustration. Pendant le premier confinement, je me suis porté volontaire en fait pour faire du service civique. Alors, service civique online, c'est-à-dire qu'en fait, mon but, c'était d'apprendre l'informatique à
des personnes âgées. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir communiquer avec, avec leur famille en visio. Comment on fait une petite visio toute simple. Ça paraît tout bête comme ça, vu de l'extérieur, d'utiliser, j'en sais rien moi, un Google Meet ou autre, mais il y a des gens qui savent pas. Et donc, il y a toujours des besoins, croyez-moi. Donc, la formation, en clair, c'est vraiment important de comprendre qu'il faut un peu de matériel, il faut vraiment du bon son, une image de qualité, bien sûr, et derrière le montage. Alors, euh, à la question quel type de formation, n'importe laquelle, dès lors où il y a un besoin, nécessairement, c'est une bonne idée. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples. Je suis évidemment, la liste est pas exhaustive. Euh, c'est important de comprendre que dans l'univers de la formation, on n'est pas sur YouTube. Concrètement, on n'est pas en train de faire un tuto. Je vais t'expliquer les 10 bonnes astuces pour réussir à faire ce truc-là. Non, en fait, on est vraiment dans le domaine de la formation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un prérequis. Le prérequis, alors pour les étudiants, peut-être le prérequis, c'est de dire ne peuvent accéder à cette formation que les gens qui sont titulaires, j'en sais rien moi, d'un CAP pâtisserie, admettons. Il y a le prérequis et il y a le parcours pédagogique. Autrement dit, à la fin de la leçon numéro 1, l'élève sera en capacité de faire ça. À la fin de la leçon numéro 2, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment différent de YouTube. On parle dans le vocabulaire d'Internet de la page de vente. Sur votre page de vente, en clair, il y a le prérequis. Est-ce que ma formation s'adresse à tout le monde ou pas? Et quel est le parcours pédagogique, entre guillemets. Maintenant, une autre forme que peu de gens connaissent, je pense, une autre forme de produit standard qui est très utilisée sur Internet, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Alors, l'affiliation, le marketing d'affiliation, là, je vous ai préparé un petit visuel pour vous illustrer que c'est partout sur Internet. Évidemment, vous le trouvez sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les sites Internet. Donc, je vais vous expliquer le principe dans quelques secondes, mais si vous regardez le bas de mon écran, concrètement, même les plus grosses marques du monde font de l'affiliation. Autrement dit, elles ont besoin de faire une forme de publicité. C'est pas tout à fait de la publicité, mais c'est une forme de. Typiquement, Amazon, Apple, Nike, tout le monde fait de l'affiliation. Toutes les marques que vous connaissez en font, ou en tout cas une grande majorité. Concrètement, l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Alors, en 2 mots, vous montez un site internet, vous avez une chaîne YouTube, vous avez une page de réseau social, peu importe. Vous montez un support électronique et vous allez parler d'une thématique. Typiquement, je vous disais, voilà, j'étudie le commerce vocal. Je pourrais très bien me dire, je vais monter un site internet sur le commerce vocal. Puisque je vais développer une activité qui va être, on appelle ça nichée, qui va être spécialisée en fait sur un domaine bien précis, je vais développer une communauté sensible à mon domaine d'activité. Si je parle commerce vocal, les gens qui vont venir sur mon site, s'inscrire sur une potentielle newsletter, seront sensibles au commerce vocal. Une fois que je commence à avoir une communauté assez importante, potentiellement, je peux me dire, tiens, je vais parler de tel ou tel type de produit. J'ai essayé le nouvel assistant vocal Google, il s'appelle Nia Nia Nia. En fait, voilà ce que je trouve bien, pas bien sur ce modèle. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur ce lien. Vous allez cliquer sur le lien sans trop y prêter attention. La page va vous renvoyer sur le descriptif produit. Un cookie va s'ouvrir et à compter de ce moment-là, si vous passez l'achat dans un délai défini par la marque, ça peut être 30 jours, 60 jours, 90 jours, ça dépend des annonceurs. Dans ce cas-là, vous allez toucher des commissions sur vente parce que c'est vous qui aurez ramené le lead, autrement dit, ramené le contact. Je vous ai fait le petit schéma qui va bien, mais forcément, je ne vais pas vous le redétailler. Ce qui est simplement important de comprendre, c'est vous faites la promotion, mais la promotion, ce n'est pas vraiment le terme. Vous faites allusion à un produit. Les gens cliquent sur un lien. S'ils acceptent les cookies, évidemment, vous allez toucher des commissions.
C'est ce qu'on appelle de la monétisation d'audience ou de la prime au résultat. Concrètement, ça se matérialise, par exemple, comme ce que je vous montre à l'écran. Ici, donc j'ai pris un site internet complètement au hasard, hein. Je vous avoue que j'ai pas, si la personne est dans la salle, c'est voilà. Donc un site qui s'appelle, je crois que c'est comprendre la photo ou apprendre la photo. Apprendre la photo. Ici, vous avez quatre typologies d'appareils photo. Et bien évidemment, le site, donc on est dans la partie gauche, hein, le site va vous expliquer les plus, les moins des différents appareils. Chaque appareil a ce qu'on appelle un lien de redirection, il a un lien d'affiliation qui va ramener sur la boutique. Typiquement, là, vous avez un visuel Sony, ben, il va ramener sur la boutique Sony. Et du coup, vos partenaires d'affiliation, tous les mois, vont vous envoyer ce qu'on appelle un dashboard, un tableau de bord, reprenant en fait l'intégralité des commissions et ce qui va tomber sur votre compte. Alors ici, l'exemple que j'ai pris sur la droite, il vient d'Amazon, mais c'est vraiment en fait, il n'y a pas de règle dans l'affiliation. Typiquement, je vous donne un exemple du domaine de l'informatique. Vous faites la promotion d'un logiciel. Typiquement, le montant moyen de la commission, il est de l'ordre en moyenne de 40%. Vous faites, je ne sais pas moi, vous faites de la promo pour une banque. Dans le domaine bancaire, en général, les commissions, elles tournent entre 50 et 80 euros du lead. Donc, vous voyez, il y a moyen, en fait, il y a vraiment moyen, au travers de l'affiliation, de monétiser. Un autre exemple, hein, là ici c'est des comparateurs bancaires, donc comparateurdebanque.com. Si l'un de vous venait à cliquer sur, enfin là c'est un fichier PDF, mais si vous cliquez sur la partie rose, vous ouvrez un compte sur Boursorama, ben, le comparateurdebanque.com va encaisser des commissions. Concrètement, pour l'utilisateur final, c'est pas plus cher. C'est-à-dire que, admettons, vous avez vu un produit à 100 euros, c'est pas parce que vous allez cliquer sur un lien que le produit va valoir 120 euros. Non, ça c'est pas vrai. Le prix reste stable. Donc, pour le client final, en fait, c'est plutôt intéressant. Un autre exemple de marketing d'affiliation, ça c'est un peu plus discret ou vicieux, ça dépend comment vous voyez le sujet. J'ai pris au hasard une chaîne YouTube, d'accord. Donc j'ai tapé comment choisir son micro. En l'occurrence, on a un YouTuber qui vient nous faire l'apologie du micro en nous disant de 80 à 1000 euros, tu vas trouver ton micro. Et quand vous regardez le descriptif de la vidéo, d'ailleurs, si vous regardez bien la façon dont sont construites les vidéos YouTube, souvent, le YouTuber a un texte du style « Regarde en dessous et je t'ai mis le lien dans la description », sous-entendu pour te faciliter le travail. Dans 95% des cas, ce lien, c'est de l'affiliation. Et là, sur la partie droite de l'écran, tous les petits liens bleus que vous voyez sont des liens d'affiliation. Autrement dit, si vous choisissez l'un de ces micros que vous achetez, ben, le YouTuber va toucher de l'argent. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour les plus jeunes, souvent YouTube, c'est un peu un mythe. C'est-à-dire que on se dit, ben, moi, je vais faire YouTuber, influenceur, parce que c'est super génial, je vais gagner de l'argent sans rien faire. Enfin, vous voyez un peu le genre de sujet. Il y a quand même deux choses à savoir sur YouTube. Ici, je vous ai pris un autre visuel. Peu importe là ici, c'est quelqu'un qui fait un tuto en fait sur un logiciel. Peu importe. Si vous prêtez attention, il y a un élément qui est super important, c'est le nombre de vues. Dans la partie gauche de l'écran, 2039 vues. Ben, si vous décidez d'être youtubeur, déjà, et ça, je pense que vous avez déjà vu sur les vidéos YouTube, les gens qui disent abonnez-vous à ma chaîne. Pourquoi? Ben parce que le youtubeur a une valeur pour YouTube dès lors où on atteint les 1000 abonnés. Donc, il faut déjà bien ramer pour aller chercher 1000 abonnés. Et deuxième critère, deuxième indicateur, c'est le nombre de vues. Globalement, pour vous donner un petit point de repère, alors les tarifs varient énormément, mais le nombre de vues va faire que YouTube propose des publicités sur votre vidéo. Et globalement, il faut compter de l'ordre de 1 euro les 1000 vues, à peu près. C'est le prix moyen. Le prix moyen constaté. Et c'est pour ça que je vous dis YouTube, c'est un peu un mythe, parce qu'il faut vraiment être
très, très, très talentueux en fait pour percer sur YouTube. Et de ce fait, ça m'amène justement à ce contre-exemple. Ici, c'est quelqu'un que peu de gens connaissent, j'imagine, qui s'appelle Yvan Monca. Yvan Monca, il est alsacien, prof de mathématiques. Il a une chaîne YouTube qui compte plus de 1 700 000 abonnés. En fait, il a un truc qui est super. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que d'un point de vue pédagogique, pour le coup, c'est excellent. Vous tapez, j'en sais rien, moi, équation à deux inconnus sur YouTube et vous tomberez forcément sur Yvan Monca parce qu'en fait, il a produit que des vidéos de mathématiques. Au départ, il faut savoir que ce professeur, il l'a fait pour ses élèves en se disant, ben, plutôt que de toujours rabâcher, je vais leur dire regarde ma chaîne YouTube pour comprendre comment faire une équation à double inconnu, etc. Et puis petit à petit, en fait, ben, il est devenu la référence de maths en France parce qu'en 8 minutes, il est capable, 8-10 minutes, il est capable de vous expliquer les problèmes de mathématiques qui sont les plus ardus pour les enfants. Donc, à la fois pour les parents, ça a de la valeur, pour les élèves, ça a de la valeur, et lui, en tant que prof, ben, au final, il en finit par toucher des royalties. Encore une fois, il ne l'a pas fait à des fins purement lucratives, mais aujourd'hui, il s'est rendu compte que potentiellement, ça pouvait être un métier. Et il y a quelques jours, là, il vient d'être élu Alsacien de l'année 2021. Donc, comme quoi, certains arrivent quand même à percer sur YouTube. Alors, maintenant, les produits personnalisés sur mesure, là, c'est du à la carte. Le à la carte, concrètement, vous avez une des références en France, ça s'appelle 5euros.com. 5euros.com, ça ne veut pas dire que vous vendez à 5 euros nécessairement, mais ça, en fait, c'est le nom du site. Vous pouvez proposer vos talents de graphiste, vos talents de coach, vos talents de... Enfin, il y a une foultitude de talents. Je ne voulais pas vous mettre l'écran d'accueil parce qu'il est beaucoup trop gros, mais globalement, vous dites, voilà, je suis en capacité, j'en sais rien moi, d'écrire le discours d'une société, admettons. Ça, c'est votre publication. Je peux écrire le discours d'une société, vous rédigez une annonce qui démontre que voilà, vous pouvez le faire. Et puis les gens vont vous dire très bien, moi je suis une société de banque, je dois faire un discours sur l'introduction en bourse d'un produit. Ben, est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc c'est de l'intermédiation sur de la prestation de service. L'équivalent dans le monde d'Amazon, c'est ce qu'on appelle Amazon Mechanical Turk. Là, c'est un peu plus pointu. Ça fait plus appel à des compétences principalement, on va dire, informatiques. Mais vous avez plein d'autres plateformes comme Fiverr, par exemple. Fiverr, c'est dans le même esprit que 5 euros. L'intérêt de ce type de plateforme, c'est que si vous avez un emploi du temps fluctuant, ben, vous vous rendez disponible au moment où vous l'êtes. Vous voyez, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y en a une que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Appen. Alors, pour ceux qui nous écouteraient mais qui ne regarderaient pas l'écran, ce qui est possible, Appen n'a rien à voir avec le site de rencontre. En fait, Appen, c'est une plateforme de services américaine et chinoise qui travaille sur le vocal où vous pouvez monétiser votre voix. Il faut parler anglais pour le coup. En fait, vous ne parlez pas en anglais, mais il faut savoir lire l'anglais. Typiquement, ils recherchent régulièrement des gens qui ont des compétences en français. Pourquoi? Parce que l'application de ça, c'est vous prêtez votre voix à un GPS, un assistant vocal ou à d'autres choses, et ils vont vous payer à la tâche. Alors, combien est payé une tâche? Ça peut démarrer à 15 euros la demi-heure jusque enfin, moi, je sais que j'ai déjà fait des missions à 250 euros les trois quarts d'heure. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très aléatoire. Je reviens vite fait sur 5 euros. 5 euros, vous avez des gens qui prestent pour 1 500 euros. Donc, vous voyez, il ne faut pas se dire, ça n'est que des petits gains. Ça peut potentiellement être des choses un peu plus importantes. Maintenant, alors, le schéma de fonctionnement,
Là, je vous l'ai mis, mais je pense que vous avez compris, hein, vous postez ce sur quoi vous estimez être compétent. Le client va vous passer commande sur la base d'un cahier des charges. Vous allez lui restituer le travail. Il va y avoir un commentaire en disant ça va pas, il faut revoir ça ou ça. Et puis à la fin, vous encaissez nécessairement des royalties. Maintenant, en fait, ce qui est important pour réussir dans le digital, je dirais vraiment pour moi les incontournables, en premier lieu, la niche. La niche, sous-entendu, si vous voulez percer sur Internet, alors percer, c'est peut-être pas le bon terme, mais si vous voulez vendre quelque chose, il faut être spécialisé. Spécialisé dans un domaine. Et typiquement, peut-être que parmi vous, il y en a qui nécessairement n'ont pas l'idée de se dire, ben voilà, je ne sais pas ce que je pourrais vendre sur Internet. Je pense à quelqu'un qui a une expérience dans le tourisme. En fait, vous avez une expérience dans le tourisme, vous connaissez nécessairement les attendus des professionnels du métier ou des clients. Forcément, si vous allez travailler sur ce créneau-là, d'une part, vous êtes légitime parce que vous avez votre expérience professionnelle pour vous, et deuxièmement, vous êtes vraiment sur un domaine d'activité ultra ciblé. Deuxièmement, il y a la notoriété. Alors, la notoriété, ça ne veut pas dire d'être célèbre, ce n'est pas vraiment la terminologie, mais globalement, comment je fais pour faire connaître mes produits, mes services ou mon site Internet. Et c'est un sujet que je n'aborde pas au travers de cette conférence, mais c'est un vrai travail à part entière. Derrière, il y a la notion de qualité-valeur. Qualité-valeur, qu'est-ce que ça veut dire? D'une part, vous devez nécessairement produire un contenu de qualité. Alors, ça paraît curieux d'entendre dire ça, mais ce qu'on appelle la qualité, c'est votre produit. Si c'est un produit physique, c'est très facile à comprendre. Si c'est un produit immatériel, la qualité, elle est construite aussi, c'est la co-construction, si vous préférez, à partir des remarques des uns et des autres, du style j'ai bien aimé, j'en sais rien, vous faites un PDF qui devient un livre, j'ai bien aimé votre livre, mais j'aurais aimé que vous abordiez ce type de choses-là. La preuve sociale, ça c'est vital. Je vous avoue que moi, à titre personnel, j'y accorde pas beaucoup d'importance, mais pour un site internet, c'est super important. C'est la preuve sociale, en fait, sont les étoiles, les évaluations en fait que vous allez avoir et les commentaires. Le but étant d'être tout le temps avec un maximum d'étoiles. Ça, je pense que tout le monde comprend l'intérêt de faire ça, mais ça veut dire aussi que parfois, il faut apprendre, c'est un peu l'école de l'humilité, pardon, c'est-à-dire que sur la preuve sociale, il faut savoir parfois faire profil bas pour ne pas prendre une trop mauvaise évaluation. Inbound, outbound. Alors, inbound, c'est un terme anglo-saxon, mais grosso modo, si vous montez un site internet, il va falloir développer du contenu, développer de l'information pour votre source. Et l'information, c'est pas uniquement les conditions de livraison, les délais de retour. C'est aussi, j'ai décidé de me spécialiser dans tel domaine, il va falloir que régulièrement, je poste des informations sur le domaine. Pourquoi? Tout simplement pour acquérir une certaine forme de légitimité dans le domaine, d'une part, et deuxièmement, plus vous allez communiquer sur des articles avec du fond, plus Google va vous ranker dans les classements. Alors pour ceux qui ne voient pas trop, en général, les gens, quand ils cherchent une information, 80% d'entre eux ne passent pas le stade de la première page. Donc forcément, il faut développer, enrichir son contenu pour justement classer première page. Pardon. Et l'outbound, c'est un petit peu différent. Là où les gens viennent naturellement dans l'inbound vers vous parce que vous avez développé du contenu de qualité. Sur l'outbound, là c'est un peu plus, comment dire, ça fait appel à des ressources financières la plupart du temps. Vous allez faire des petites publicités, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Google. Dans un premier temps, si vous êtes ultra débutant, je vous invite à surtout pas faire de publicité parce que le domaine de la publicité digitale, au début, quand on comprend pas ce que c'est vraiment du chinois. Disponibilité
Et temps, alors disponibilité, ça fait référence, je vous parlais tout à l'heure des produits immatériels. Ben, si vous êtes sur un produit qui se vend tout seul, typiquement, j'ai une partie de mon activité, je me lève le matin, je regarde ce que j'ai vendu pendant la nuit, ça c'est facile. À l'inverse, si vous travaillez à la commande, ben, assurez-vous d'être disponible pour répondre au délai du client. Ça paraît très simple dit comme ça, mais imaginez que vous ayez 48 heures pour répondre à votre client. Si vous répondez au bout de 72 heures, ben, votre preuve sociale va être affectée parce que le site va vous taper sur les doigts, entre guillemets, en disant que vous êtes en retard de livraison. Donc, la disponibilité, c'est vraiment quelque chose qui est important. Le temps, concrètement, si on veut réussir en digital, sauf à investir massivement dans de la publicité, il faut, un peu comme un sportif de haut niveau, il faut travailler son digital tous les jours, son site internet, ses publications. Et dans mon esprit, le minimum syndical, si vous vous lancez dans le digital, c'est 2 heures par jour, 1 heure et demie avec un peu de tolérance, mais en gros, il faut quand même y passer un peu de temps. L'état d'esprit, ça c'est super important. J'ai connu des belles victoires et des beaux échecs, des belles gamelles comme on dit. Il y a des moments où forcément quand vous développez un service, un produit, vous l'aimez bien. A priori, c'est humain. Le truc, c'est que tout ne fonctionne jamais comme vous l'avez prévu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites, vous dites bon, c'est un peu moyen, et puis au final, ça cartonne. Et puis il y a des choses où vous dites c'est génial et personne n'adhère. Donc il faut, en termes d'état d'esprit déjà, il faut être assez humble par rapport je dirais, aux ventes et à ce que vous pouvez commercialiser. Et deuxièmement, c'est ça qui m'amène aussi sur la logique du test. J'ai régulièrement la question à me dire, est-ce que tu penses que ce type de produit ou de service sur Internet, ça peut marcher? Concrètement, moi, je suis désolé de vous le dire, hein, mais je suis pas le patron de Google et j'ai pas de boule de cristal. Le meilleur moyen de savoir si ça fonctionne, c'est de tester. Et ça, c'est dans la culture Internet. On parle, alors je vais pas rentrer dans le sujet, mais on parle notamment d'A/B testing. Ben, le meilleur moyen, en fait, et c'est ça aussi qui fait la différence entre le monde digital et le monde physique. Moi, pour avoir travaillé très longtemps dans le commerce physique, celui qui testait était estampillé comme n'ayant pas de conviction. Dans le digital, le test fait office de règle. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas légitime pour vous dire telle idée est bonne ou pas bonne. Concrètement, il faut tester et voir un peu ce que ça donne derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment important de faire de garder à l'esprit tous ces grands mots-clés. Une fois que tout ça est fait, il faudra envisager sérieusement de vous former au marketing digital. Rassurez-vous, je ne vends rien. Je ne vous vends pas une formation au marketing digital, mais ça fait partie des sujets sur lesquels vous allez devoir travailler. Alors, le marketing digital, en 2 mots, comment je fais pour me faire connaître, comment je fais pour faire connaître mes produits. Le truc, c'est que si on devait faire une conférence pour vous donner un petit point de repère sur le marketing digital, globalement, je pense qu'au bout de 4 heures, on n'a pas fini. Tellement le sujet est vaste. Je prends souvent cette image-là parce que je trouve que c'est assez vrai. Prenez la géographie, par exemple. En géographie, vous êtes capable de situer les continents. Vous dites, voilà, l'Amérique, c'est plutôt par là, l'Afrique, plutôt dans le bas, l'Asie de l'autre côté. Ça, c'est un premier niveau de lecture de géographie. Mais potentiellement, je pourrais vous dire, OK, place-moi le Sénégal sur la carte du monde. Là, ça devient déjà un peu plus compliqué. Et puis, si je vous dis, ça se trouve où, Tamanrasset sur la carte, là, ça devient très, très, très compliqué. Ben, le marketing digital, c'est ça. En gros, c'est un sujet qui est très vaste. Il existe des milliers, alors peut-être pas des milliers, mais des centaines d'outils. Chaque outil apporte une valeur ajoutée obligatoirement, mais après, il faut y aller un peu avec ses tripes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui parle à mon audience, est-ce que je me sens à l'aise avec cet outil ou pas. Et donc, c'est en ça où le marketing digital, en fait, c'est un sujet vraiment très, très vaste. Alors, je reviens à mon visuel de départ qui était gagner de l'argent sans rien faire. C'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver. Concrètement, en fait, si votre cible
c'est de viser un revenu passif. Le revenu passif, en gros, c'est un petit peu comme quand vous encaissez des loyers. Là, c'est la même chose avec des royalties. Ça nécessite obligatoirement un investissement. Alors, l'investissement financier, il est relativement minime. Parfois, l'inscription au site est gratuite, donc voilà. Mais vous pouvez décider, j'en sais rien, moi, de faire de la publicité, ce qui vous demandera d'investir un petit peu. Et puis, surtout, beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que vous allez devoir passer du temps pour développer vos contenus et seulement après commencer à encaisser. Alors, l'idée de la formation, de la conférence aujourd'hui, c'était de dire toutes et tous, il y a des moments où vous n'avez rien à faire, essayez d'optimiser potentiellement ces temps libres ou ces temps morts pour justement aller, pourquoi pas, monétiser. Moi, j'avoue que je suis un peu, alors ça s'entend peut-être pas au ton de ma voix, mais je suis un peu hyperactif. Je supporte pas de rester à rien faire. Et donc, oui, dès que j'ai un temps mort, c'est pour développer quelque chose. Mais ça, c'est inhérent à mon caractère. Une petite pensée de Winston Churchill que je trouve vraiment sympa. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste l'opportunité dans chaque difficulté. Alors après, vous aurez à vous de choisir votre camp, bien sûr. Je pense avoir fait un beau petit tour d'horizon. Maintenant, c'est à vous de jouer concrètement. Il y a pas mal à faire. Il y a pas mal à creuser, à investiguer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des potentielles questions. Si toutefois, alors je connais certains des participants de cette conférence, mais si toutefois vous voulez rentrer en contact avec moi, je vous invite à le faire au travers de LinkedIn. En général, je réponds assez vite et si je peux vous aider, je me ferai un plaisir de le faire. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une question, n'importe laquelle? N'hésitez pas. Alors, j'avais une question. Est-ce que ces sites sont payants? Non, Maxime. La plupart d'entre eux sont gratuits. En fait, leur business model, c'est de se rémunérer sur les transactions, de prendre des commissions sur les transactions. Et du coup, je vais arrêter l'enregistrement.